prix du cacao flambe et forcément cela a des répercussions, en particulier chez les chocolatiers et chez les boulangers-pâtissiers. Le chocolat va-t-il devenir un produit de luxe ? Le chantier de l'IFSI est en bonne voie. Le nouvel institut de formation en soins infirmiers est en construction à Sarreguemines, à côté du CHS et de l'hôpital Robert Pax. Il pourra accueillir 125 étudiants par promo, contre 100 à 110 dans les actuels locaux devenus vétustes. Une ferme urbaine vient d'être créée à Forbach dans un parking. Champisphère propose pour le moment principalement des pleurotes, mais devrait bientôt étendre sa gamme de champignons. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, une usine d'armement a été mise en place à Vitrin par le Troisième Reich. Un épisode peu connu de l'histoire de la commune que l'association Vitrin hier et aujourd'hui fera découvrir au grand public vendredi 5 novembre à 20 h au cours d'une conférence. Bienvenue sur Mosaïque Cristal. Dans cette émission, on parlera aussi de la mobilisation intense de l'association Laura, les couleurs de la vie. L'invité du jour, Michel Lédig, en est le président depuis 20 ans. Mais tout a une fin, il vous l'expliquera tout à l'heure. Pour le nouveau sous-préfet, c'est le tout début. Le successeur de Dominique Laurent vient de prendre ses fonctions ce matin, la sous-préfecture de Sarreguemines. Wassim Kamel est le nouveau sous-préfet de l'arrondissement. Comme de tradition, une cérémonie a été organisée au monument aux morts avec un dépôt de gerbes. Les invités sont ensuite allés à la sous-préfecture pour un moment convivial. Wassim Kamel a débuté il y a 20 ans en tant que sous-préfet de Château-Salins. À Sarreguemines, c'est son 6e poste de sous-préfet territorial. Wassim Kamel souhaite travailler dans la proximité, sur le terrain et ira visiter chaque commune de l'arrondissement. Reportage complet avec son interview dans notre JT de demain. Mauvaise nouvelle, en particulier à l'approche de la Saint-Nicolas et des fêtes de fin d'année. Vos chocolats et viennoiseries pourraient bientôt vous coûter plus cher. En l'espace de quelques mois, la fève de cacao est passée de 4 000 à 6 700 € la tonne. La faute à de mauvaises récoltes, du jamais vu pour les artisans du secteur qui se voient contraints d'augmenter leurs prix. Explications et réactions dans ce reportage de Tristan Récli. Blanc, noir ou au lait, quelle que soit la couleur, la pièce maîtresse du chocolat, ce sont les fèves de cacao. Mais depuis le début de l'année, le prix de cette matière première flambe comme jamais depuis plusieurs décennies. Depuis juillet, on est entre 20 et 30% sur le coût de la matière, voire plus, voire c'est du 100%, 200%, 300% sur le beurre de cacao. On va dire il est passé de 14 € à 60 € le kilo. Oui. À l'origine de cette envolée, une sécheresse persistante dans les principaux pays producteurs, le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui a entraîné de mauvaises récoltes et provoqué une pénurie sur le marché mondial aggravée par la spéculation. Une situation qui oblige les artisans à trouver des solutions. Faire des produits plus abordables, donc soit plus petits, soit moins complexes. Des fois acheter ou préacheter quelque part, faire une commande en amont chez des distributeurs au moment où le prix est un peu plus bas. Au 1er septembre, on n'a pas trop eu le choix d'impacter le prix de vente entre 10 et 15%. Quoi. Même cas de figure dans cette boulangerie où près d'un produit sur deux vendu contient du chocolat. Pour rester à l'équilibre, l'établissement a augmenté le prix de ses viennoiseries de 10 centimes. À cette difficulté s'ajoute celle liée aux approvisionnements. Sur certains produits, donc des barres chocolat comme dans les croissants, etc., il y a déjà eu pas mal de ruptures, donc on est obligé de diriger vers d'autres fournisseurs qui en ont encore, mais les stocks se vident très très vite. Avec les informations qu'on a et sans doute ce qui se présente devant nous, c'est que le chocolat, tôt ou tard, deviendra un produit de luxe. Et les prix qu'on avait encore l'année dernière, je ne pense plus qu'on les retrouvera. Et le prix de vente pourrait encore s'alourdir. Une proposition de surtaxe sur les aliments contenant du sucre ajouté est en débat au Parlement. Bientôt la fin d'une longue attente. Décidé par la Casque en 2009, le projet de création d'un nouvel IFSI à Sarreguemines est en train de se concrétiser. Situé à côté du CHS et de l'hôpital Robert Pax, la construction du bâtiment est en bonne voie et elle devrait s'achever en début d'année prochaine. Reportage d'Yvan Becker et Guillaume Dumonteil. Il aura fallu du temps, mais 15 ans après l'inauguration de l'hôpital Robert Pax, l'IFSI de Sarreguemines va lui aussi être transféré et s'implanter à côté du CHS de Sarreguemines pour former un pôle médical géographiquement cohérent.
Les travaux de ce futur bâtiment ont débuté à l'automne dernier. L'Institut de formation en soins infirmiers sera composé d'une partie centrale dans laquelle on retrouvera 2 amphithéâtres et de 2 ailes. Une pour les travaux dirigés, l'autre pour les travaux pratiques. Le chantier s'effectue en parallèle sur ces différents ensembles. À certains endroits, les ouvriers en sont aux finitions, ailleurs, ils en sont encore au second œuvre. Le chantier suit son cours, il sera terminé dans quelques mois. Les travaux sont terminés au début de l'année prochaine. Et après, dans la foulée, on en fera l'aménagement mobilier et tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement du bâtiment. L'emménagement est encore en discussion, savoir est-ce qu'on l'emménage tout de suite dans la foulée, dès que c'est prêt, en cours d'année scolaire, ou voilà. En tout cas, au plus tard, l'aménagement sera fait et les étudiants seront dedans à la rentrée prochaine, la rentrée 2025, septembre 2025, au plus tard serait fait, mais il n'est pas du tout exclu que ça puisse être fait au préalable. Par rapport au bâtiment qu'ils occupent actuellement, les étudiants trouveront dans ce nouvel IFSI davantage de confort et de modernité. Il y aura aussi plus de salles, 2 amphis et 2 salles de simulation. La capacité d'accueil sera également augmentée. Le futur IFSI pourra accueillir jusqu'à 125 étudiants par promo, contre 100 à 110 aujourd'hui. Le tout au service plus tard de la population. En matière de santé, je pense qu'on est dans des territoires où on a beaucoup de population, une population qui vieillit, il faut le dire comme ça. L'offre de santé doit être améliorée. Je pense qu'il est important qu'une collectivité comme la nôtre s'en saisisse, et c'est le cas en montrant ces efforts qui sont faits aux côtés de nos hôpitaux de Sarreguemines. 6 millions d'euros ont été investis par la CASC pour la construction de ce nouvel IFSI. L'intercommunalité a pu compter sur une aide importante de la région Grand Est, puisqu'elle s'élève à 3 600 000 euros. La CASC finance l'opération. Une convention financière est en discussion avec les hôpitaux de Sarreguemines, qui rembourseront ensuite la collectivité sous forme de loyer, comme cela a également été contractualisé pour le service de médecine nucléaire et le robot de chirurgie. C'est un endroit caché entre Rémerin et Grunwiller. Stéphane et Amandine Brown, originaires de Zengbouz et habitués des logements insolites, se sont lancés dans leur propre aventure. Après quelques centaines de milliers d'euros d'investissement et 2 ans de lourds travaux, ils ont ouvert le domaine des Pins. Ils avaient eu un coup de cœur pour ce coin de nature abandonné. Aujourd'hui, 3 logements atypiques sont sortis de terre. Tous les 3 sont tout équipés. Ils sont ouverts depuis le 5 octobre et ont déjà eu 33 réservations. La majorité de la clientèle est étrangère, dont 50% qui vient d'Allemagne. En ce moment, c'est la période des champignons en forêt, mais certains les font pousser toute l'année. C'est le cas de Kevin Bletner, myciculteur, qui vient d'ouvrir son entreprise Champisphère à Forbach, dans un parking. Au cœur de son laboratoire ouvert depuis mai, il cultive principalement des pleurotes qu'il vend en direct aux clients via l'intermédiaire de la boutique de musique Planète Laser située au-dessus du parking. Colline l'expert est partie en expédition dans les sous-sols pour le rencontrer. Pour nous faire découvrir son activité, eh bien, Kevin Bletner nous a donné rendez-vous ici au parking Schroeder à Forbach, puisque depuis le mois de mai, il y développe son activité au sous-sol. Je vous y emmène. Bienvenue à Champisphère, la première ferme humaine de Forbach. Hop, suivez-moi. Kevin Bletner a lancé son entreprise de champignons, une activité récente, mais une passion qui remonte à l'enfance. À la maternelle, j'ai une de mes profs qui a fait une omelette au girolles et depuis ce jour-là, j'adore les champignons. Par contre, après, j'ai pas voulu en faire un métier. Je me suis dit, bon, faut quand même gagner un peu d'argent. Et du coup, j'ai fait des études et puis je me suis retrouvé à faire référenceur web. Sauf qu'au bout d'un moment, je travaillais devant l'ordinateur toute la journée, j'en pouvais plus. Et du coup, pendant le Covid, j'ai vu un mec qui faisait ça en Nouvelle-Zélande, sur YouTube. Et je me suis dit, mais pourquoi je pourrais pas faire ça? Et puis après, il y a les locaux qui étaient dispo, j'en ai fait mon métier. Il a beaucoup de sens, c'est-à-dire qu'on fait des produits qui font plaisir aux gens. Moi, quand les gens ils viennent, ils cherchent mes champignons et qu'ils me disent, punaise, j'ai adoré mon omelette, moi ça me fait trop plaisir. C'est donc dans ce local familial, remis aux normes, que le myciculteur a installé son laboratoire de production. En fait, on commence avec une seringue de sport, donc ça ressemble à ça. Avec cette seringue de sport, on inocule, donc on injecte du mycélium dans des sachets de seigle. Ce seigle, il va être colonisé par le mycélium, donc ça va donner ça ensuite.
Et en fait, avec ce seigle-là, on va le mettre dans des sachets de pelés qui seront du coup aussi colonisés par du mycélium. Une fois colonisés, les sachets de pelés partent à la fructification où les champignons se développent ensuite à vitesse grand V grâce à l'humidité. Pour les débuts de champisphère, le Fort Bachois cultive principalement les pleurotes, vendues à 9 € le kilo. C'est la facilité en fait, la facilité et le marché, c'est-à-dire que c'est un des trucs qui est le plus facile à faire pousser et c'est un des trucs qui est le plus facile à vendre aussi. C'est aussi rapide, donc les résultats on les voit tout de suite, si on fait une erreur on peut directement ajuster, puis moi j'adore ça quoi. Kevin Bletner souhaite désormais produire de nouvelles variétés, servir des restaurateurs et obtenir le label d'agriculture biologique. Savez-vous qu'une gigantesque usine d'armement était installée à Vitrain pendant la Seconde Guerre mondiale? Un événement historique majeur mis en lumière grâce à l'association Vitrain hier et aujourd'hui. Pendant des années, ces bénévoles ont parcouru les archives en Allemagne et en France à la recherche du moindre indice, notamment sur cette gigantesque usine d'armement. Pour en savoir plus, une conférence historique aura lieu ce vendredi 8 novembre à Vitrain. Petit aperçu avec Norbert Brandstedt, président de l'association d'histoire locale de Vitrain. Donc cette conférence, c'est une conférence qui sera en 4 parties. La principale, ça sera l'usine d'armement. Par contre, bien avant, nous parlerons de l'histoire de Vitrain. Nous parlons du canal, le canal de la Sarre, qui a mis à peu près 60 ans entre le projet et la réalisation. Et puis après, nous parlerons de la carrière de pierre. Et dans cette carrière de pierre se situera l'usine d'armement du Troisième Reich en 1944. En réalité, il y en a eu plusieurs. La première, c'était la fabrication de l'oxygène liquide. Cette usine a fonctionné pendant 1 an et demi à peu près. Et il y avait une deuxième partie qui était destinée à BMW. BMW fabriquait des moteurs d'avion. Finalement, BMW a décidé de ne pas venir. On a remplacé par Telefunken. Telefunken devait venir avec 4 à 5 000 personnes et Osram avec 1000 personnes. Finalement, les travaux ont été trop longs et on est revenu sur BMW. BMW avec un autre moteur d'avion qui était un turboréacteur. Les travaux ont été réalisés et finalement, l'avancée des Américains a fait que l'usine, les machines-outils qui étaient montées ont été démontées et sont repartis en Allemagne. Pour en savoir plus, rendez-vous à la salle Saint-Étienne de Vitrain le vendredi 8 novembre à partir de 20 h. On va maintenant revenir sur l'histoire de l'association Laura Les Couleurs de la Vie avec son président Michel Ledig. L'association Laura Les Couleurs de la Vie, ce sont 20 années de mobilisation. Votre combat a commencé en 2004, année du décès de votre fille Laura, en juillet, après 6 ans de lutte contre la maladie. Vous avez lancé l'association quelques mois après, en décembre. Pour vous, fonder l'association Laura Les Couleurs de la Vie, c'est un exutoire ? Effectivement, quand il nous arrive une chose pareille, quand on perd un enfant, il faut essayer de se relever parce que c'est la chute totale. Donc moi je voulais absolument faire quelque chose pour les enfants malades. J'en ai vu plein à Nancy, j'en ai vu partir plein. Et je me suis dit il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Et par l'intermédiaire du professeur Chastanier, donc, qui est le parrain de l'association, j'ai donc créé cette association en 2004, en décembre. Et alors donc votre but depuis le début, c'était essentiellement de collecter des fonds au profit de la recherche médicale contre les maladies infantiles graves, en particulier les cancers ? C'est tout à fait ça, le cancer de l'enfant, oui. Au début, on soutenait l'AREMIG, qui avait créé la maison des parents, où on logeait pendant que Laura était soignée, et l'AREMIG poursuit les mêmes buts. Alors après, j'avais envie de créer ma propre association, en prenant donc le professeur qui faisait des recherches dans son laboratoire à la faculté de médecine de Nancy comme parrain.
Oui, parce que justement, vous avez noué un lien très fort avec le professeur Chastanier, vous le disiez, parrain de l'association, médecin qui a soigné votre fille Laura. Il a son propre laboratoire de recherche à Nancy. Est-ce que quelque part, son prochain départ à la retraite, ça a joué dans votre décision d'arrêter? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, puisque il ne poursuivra plus les recherches non plus, et on ne sait pas ce qui va se passer vraiment. Voilà, parce qu'entre-temps, il faut savoir que son laboratoire, où il faisait des recherches libres au début, donc il n'était soutenu par personne. C'est ce qu'il a expliqué lors de sa venue dimanche là, à Montbrun, le 20 octobre à Montbrun. Il a expliqué que c'est grâce au fond de l'association Laura et d'autres associations que nous soutenons qu'il a pu faire ces travaux qui sont maintenant mondialement connus, puisqu'il les a présentés aux États-Unis, en Chine, dans plein de pays du monde, et des protocoles ont été faits suite à des recherches faites à Nancy. Mais entre-temps, le laboratoire a été labellisé et fait partie maintenant du CNRS. Donc voilà. Donc ça change la donne. Vous n'étiez pas, au niveau de l'association Laura les couleurs de la vie, vous n'étiez pas à 100% que pour la recherche, vous vous êtes aussi mobilisé, même si c'était un petit peu dans une moindre mesure, mais plusieurs centaines de milliers d'euros quand même. Vous êtes mobilisé aussi au profit du service pédiatrique de l'hôpital Robert Pax. En fait, clairement, vous ne vouliez pas œuvrer que pour la recherche. Tout à fait, on voulait aussi faire quelque chose pour les enfants du secteur du pays de Beach, Sarreguemines. Voilà. Alors donc, je vais quand même vous donner quelques chiffres, même si ce n'est pas le plus important. On a reversé donc 325 000 euros au service pédiatrique de l'hôpital de Sarreguemines, service pédiatrique Robert Pax, et 676 000 euros pour la recherche médicale du professeur Chastanier, donc ce qui amène au million 1000 euros. Vous venez d'atteindre un total d'1 million d'euros reversés à ces deux causes. À l'époque de la création de l'association, est-ce que vous imaginiez réunir autant d'argent? Est-ce que vous étiez fixé un objectif? Alors, l'objectif, c'était de récolter le plus de fonds possible, bien sûr, mais de là à imaginer 1 million d'euros, c'est parce qu'il y a eu un engouement pas possible, et je voudrais remercier du fond du cœur toutes les personnes, toutes les associations qui nous ont soutenus, parce que c'était énorme. Et aussi remercier TV Mosaïque aussi, puisque la première interview a été faite par Francis Hoffman, qui a interviewé le professeur Chastanier, qui a présenté, on a présenté ensemble cette association. Oui, que ce soit TV Cristal ou Mosaïque et ensuite Mosaïque Cristal, on vous a accompagné tout au long de cette aventure. Et d'ailleurs, sur ce plateau, en 2022, il y a 2 ans, je vous avais comme invité de l'émission quotidienne et vous aviez lancé un appel pour qu'il y ait de la relève au sein de l'association dans laquelle vous n'étiez à l'époque plus que 9. Cet appel, il n'a finalement pas été entendu? Pas vraiment, disons. Bon, des bénévoles, on en trouve toujours. Par contre, des gens qui veulent s'investir complètement, qui veulent rentrer dans un comité, c'est de plus en plus difficile, mais je pense que ce n'est pas relatif à notre association, c'est relatif à toutes les associations, je pense. De manière générale, mais bon, il y avait quand même eu cet espoir. Et là, finalement, dans très peu de temps, vous allez dissoudre l'association, vous allez complètement tourner la page? Voilà, enfin complètement tourner la page. On va faire donc, on va organiser une dernière manifestation qui sera sous forme de thé dansant, puisque là on a encore des manifestations qui vont venir. Alors justement là aussi j'ai noté pour pas me tromper de date, il y aura le 6 décembre à Étain, donc une soirée vin chaud. Il y aura aussi une remise de chèque des JSP de Rohrbach en janvier, le 18 janvier, qui nous suivent depuis des années. Voilà, et donc la dernière manifestation, ce sera le dimanche en février, le dimanche 23 mars, le dimanche 23 mars, un dernier thé dansant dans la salle de Montbrun. Et ensuite, vous allez dissoudre l'association. Voilà. On remettra donc le dernier chèque et ensuite, oui, on va tirer un trait. Maintenant, s'il y a des gens qui donnent encore des dons, on les remettra bien sûr à l'hôpital de Sarreguemines, au service pédiatrique. On ne va pas garder d'argent pour nous. Mais le fait d'arrêter l'association, vous qui vous êtes tellement investi depuis 20 ans, vous êtes dans quel état d'esprit? Est-ce que quelque part vous n'êtes pas déçu qu'il n'y ait pas quelqu'un qui ait la poigne, qui ait le courage de reprendre
Enfin, c'est d'abord satisfaction, le million atteint, l'objectif atteint. Et bien sûr, vous avez raison, une petite déception aussi, mais je serai toujours bénévole pour pouvoir aider comme j'ai je fais de la musique, donc je peux aider d'autres associations si vraiment ils me demandent. Je fais du bénévolat en maison de retraite, donc j'aurai toujours une activité à côté, voilà. Et c'est rare, le professeur Chasselier l'a encore souligné à Montbron, c'est rare qu'une association de ce type se pérennise pendant 20 ans. Voilà. C'est énorme. C'était une formidable aventure. Quel est le regard que vous portez 20 ans après sur cette aventure? Moi, je dirais que c'est une aventure exceptionnelle. On a été cette mobilisation générale de tout le monde, ce soutien, je peux vous garantir que ça fait très très chaud au cœur, et j'ai une pensée pour tous les parents qui ont des enfants malades, parce que c'est très très dur. Merci beaucoup d'être venu témoigner dans cette émission, et puis bravo pour tout ce que vous avez accompli pendant ces 20 ans. Et soutenu pendant les 20 ans. Mais c'est la moindre des choses, bravo. Dans un instant, on se penche sur les événements des prochains jours, juste après la météo. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Moder Habitat. Bonjour tout le monde, aujourd'hui les rues de Sarreguemines sont animées par la foire Saint-Thomas. Gourmandises, vêtements, accessoires et jouets, vous trouverez forcément votre bonheur parmi la centaine d'exposants qui seront présents jusqu'à 18h30. Et n'hésitez pas à venir faire un tour, d'autant plus que la météo sera de notre côté. Et ce sera le cas aussi pour demain. Les nuages seront même un peu moins nombreux, ce qui nous permettra de mieux profiter des éclaircies. Côté température, les minimales iront de 5 à 6 degrés et les maximales de 9 à 10 degrés. Demain, nous fêtons les Carines et il fera jour de 7h29 à 17h01. Passez tous encore une belle journée en notre compagnie et à demain! Retrouvez le goût des plats traditionnels qui réchauffent le cœur à l'Auberge du Moulin des Juilaires. Notre restaurant vous accueille dans une atmosphère chaleureuse où chaque repas vous apporte le sourire. L'Auberge du Moulin des Juilaires, un retour aux saveurs authentiques, tout en douceur. Kommen zum Kaffeekränzle! Oh, ja, ich komm! Wir sind heute in Wielerwald. Wielerwald, das schönste Dorf von der ganzen Gasse. Ce que le passant connaît, c'est cet axe routier très fréquenté autour duquel s'est développée la commune, qui compte aujourd'hui environ 1500 habitants. Wir sind in Wielerwald sehr écologisch. Wir setzen überall Bäume und das ist sehr gut für die Natur. Ce vendredi, ne manquez pas notre nouveau numéro de Café Kränzel. Nos joyeux chroniqueurs, entourés du maire de la commune, racontent l'histoire de Wielerwald. Nous suivrons Monsieur Cigogne dans sa passion et visiterons la maison forte située sur la ligne Maginot Aquatique. Des archives, nous sortirons un film sur l'usine Solvay et le portrait de Marie Ziegler, une femme très engagée. Sebastian, du hast vielleicht was anderes machen? Ja, das sind so Frauen, wo ich gerne habe, weil es sah da ins Gesicht, ob es jetzt da gefällt oder nicht. Café Kränzel, le rendez-vous culturel et de détente en langue régionale, c'est ce vendredi sur Mosaïque Cristal. En plus de la conférence historique à Vitrain dont on vous parlait tout à l'heure, 3 rendez-vous vous tendent les bras ce vendredi soir. Il va falloir choisir et ce sont 3 styles très différents. L'association Confluence a édité sa nouvelle revue et vous la dévoile aux archives municipales de Sarreguemines à travers une conférence dédiée à Lothar Merkelbach. Le neveu de l'ancien curé de Hambach, Louis Pink, a raconté la période 1923-1947 à travers ses yeux d'enfant et d'adolescent. À l'hôtel de ville de Sarreguemines, le festival Miré de Platz donne carte blanche au chanteur et musicien Roland Helm pour une soirée festive, musicale, poétique et transfrontalière. Parmi les invités sur scène, il y aura le chanteur local Ornicar. Et puis la Halverrière de Meisenthal va vibrer au son de la Fédération française de funk. Le groupe FFF renoue avec les scènes et présentera notamment son dernier album, Vierge, sorti en novembre 2023. Et côté film, direction maintenant les salles obscures de Sarreguemines pour découvrir le coup de cœur de la semaine au Cinéma Forum.
Alors cette semaine, mon coup de cœur va vers un film français qu'on a eu l'occasion de présenter en avant-première ce week-end. Il s'agit de Louise Violet. Alors, il s'agit d'une histoire qui retrace en fait l'installation de la mise en place de l'école républicaine dans les campagnes françaises. Et une institutrice est envoyée dans un petit village de Haute-Loire pour mettre en place cette école républicaine, gratuite, laïque et obligatoire. Et elle va se heurter au ressenti et à l'hostilité des habitants de ce village, et avec une mise en place qui est relativement difficile. Alors le film est porté par deux très beaux acteurs, en l'occurrence Alexandre Lamy et Grégory Galbois. Il est également porté par un rythme où le tournage a été effectué au fil des saisons, ce qui donne beaucoup plus de réalisme encore au film. En tout cas, c'est un très joli film à découvrir cette semaine sur nos écrans.